Agnès Giard, je vous ai entendu parler de merveilleuses petites boutiques japonaises où on peut acheter des sous-vêtements portés par des jeunes filles. Est-ce que c'est vrai? Vous y êtes allé? Donc les Bulucera. Oui. Voilà. Donc effectivement, il y en a une qui est très connue, qui s'appelle Ado Shinjuku, dont le patron a eu la gentillesse de me recevoir pour m'expliquer en quoi consistait son commerce. Alors, il faut savoir que c'était à l'époque où une loi venait de passer interdisant le commerce des petites culottes portées par des mineurs. Donc il faut bien être clair. Au Japon, la loi est la même qu'en Suisse et en France, pas en dessous de 18 ans. Donc il m'a d'abord précisé ça, ça lui paraissait extrêmement important par rapport à l'image que les Occidentaux peuvent avoir du Japon. Oui, donc je précise, donc on peut acheter dans cette échoppe des sous-vêtements portés par des jeunes filles, mais il y a peu de temps, c'est frais, c'est du frais. C'est frais, donc c'est tiède. C'est tiède. Voilà. Qu'est-ce que c'est ce logo, enfin ce dessin sur votre chemise, un crâne, des flammes, c'est aussi en référence au Japon, à l'érotisme japonais? Ah oui, alors ça c'est un t-shirt japonais, bien sûr. Donc on voit le triangle qui signifie que c'est un mort qui l'a porté. Et puis les flammes autour, c'est l'âme qui tourne autour du crâne, peut-être parce qu'il est mort dans un état de colère. Je ne sais pas. Toujours ce mélange d'érotisme et de mort. Mais est-ce qu'il y a dans cette richesse-là de l'érotisme japonais des choses, des pratiques qui vous rebutent? Vous vous êtes dit là s'arrête ma curiosité de chercheuse, ou non, tout est bon à étudier? Ah, tout est bon, oui. Non, ça me paraît difficile de porter un jugement sur la sexualité, quelle qu'elle soit, celle du Japon pas plus que la nôtre, dans la mesure où il importe d'abord de comprendre la logique qui sous-tend ces pratiques. Et puis dès qu'on est dans le système de pensée des personnes qui sont dans un fétichisme, par exemple, dès qu'on est en mesure de se mettre à leur place et de complètement voir comment ça fonctionne et comment ça se rattache même à une histoire, à une culture, à une vision du monde. Et là, du coup, ça devient absolument passionnant, c'est très révélateur. Est-ce qu'il y a peut-être un mot ou un concept dans cette culture de l'érotisme japonais que vous trouvez très très beau, très belle? Ben oui, le mot amour, qui est le mot indigène pour dire amour, qui est koi, et qui s'oppose au mot qui a été adopté pour traduire la Bible. Oui. Donc il fallait traduire la notion d'amour qui en fait n'existait pas au Japon, c'est-à-dire l'amour au sens chrétien du terme, un amour qui pose l'égalité entre les êtres, entre Dieu et les êtres humains, entre les êtres humains, leurs voisins, les chiens, etc. Un amour totalement qui met universel, tout à universel et qui dure, qui est une sorte d'abstraction posée. Et ça c'est le koi? Non, justement, ça c'est le ai. Ils ont trouvé une traduction. C'est ça votre mot préféré? Et non. Non, justement, je me disais c'est un peu trop sage, cet amour universel. Sage, je ne sais pas, c'est assez révolutionnaire comme concept. L'amour chrétien est vraiment révolutionnaire, mais en tout cas, il ne correspondait absolument pas à la mentalité japonaise. Alors, mais votre mot à vous, c'est le koi. Et le koi. D'accord. Voilà, le mot indigène. Et le mot indigène, le mot original, qui a pratiquement disparu d'ailleurs de la langue. Maintenant, pour dire je t'aime, on dit aishiteiru. On ne dit plus koi suru. Mais koi est intéressant parce qu'il s'écrit d'une manière assez particulière. L'idéogramme utilisé représente le ciel et une personne à genoux sous le ciel. Et ça renvoie peut-être à cette idée que l'amour est avant tout une supplication, une grâce, une demande adressée en tout cas au ciel, plus précisément à la pluie pour qu'elle tombe et pour que les humains puissent survivre. Puisque évidemment le kanji, l'idéogramme, a été inventé à une époque où il n'y avait pas encore de système d'irrigation. Agnès Giard, merci.